ses places. Alors, je vous présente le colonel Sendou qui nous a fait la gentillesse de venir. Vous savez qu'il y a un grand pont, un très très grand pont, mais il est quand même venu. Bon, il n'est pas de Lyon, hein, il est d'Aix-en-Provence, mais ça ne fait rien. Donc, on a allié d'amitié et puis il s'est intéressé aux ULM de plus près que d'habitude à notre demande. Et on est toujours heureux de le recevoir. Il est prêt toujours à collaborer. Et nous, c'est pareil, on va collaborer énormément avec eux, avec cette identité. Et c'est intéressant de voir des gens de ce niveau-là pour parler des ULM et de ce qu'il faut faire. Merci, mon colonel. Merci. Donc, Monsieur le Président, Messieurs, Mesdames, merci donc, de m'avoir invité. Donc, je vous propose cet après-midi, après cet excellent repas, d'essayer de vous réveiller avec un exposé sur la recherche et le sauvetage, qui se passe notamment dans le quart sud-est de la France, donc c'est le quart qui nous intéresse. Donc, je propose un diaporama commenté. N'hésitez pas à m'interrompre dès que vous avez une question. On a un créneau sensiblement d'une heure. L'exposé doit durer, sans question, 40-45 minutes. Donc vous voyez qu'il y a la place de répondre à certaines questions. Si après je vois que les réponses arriveront plus tard dans le briefing, à ce moment-là je vous dirai que d'attendre un petit moment que la réponse va vous être donnée. Mais sinon, n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Voilà. Donc un petit mot donc sur le conférencier très rapidement. Donc je suis le lieutenant-colonel Arnaud Sindou, j'ai 42 ans. J'ai une formation de pilote de transport dans l'armée de l'air. Donc après l'école de l'air de Salon de Provence, j'ai eu la chance de devenir pilote de transport. J'ai à peu près 3000 heures de vol sur plusieurs types de machines comme vous pouvez le voir. Donc ça va du Cap 10, ancien Fouga Magister, retiré depuis quelques années, l'Alpha Jet, le Xingu qui est un avion école qu'utilise l'armée de l'air, du Transal, du Nord Atlas. Alors je vais pas dire des heures de vol en Nord Atlas, j'ai quelques mètres de vol en Nord Atlas puisque j'avais eu la chance de faire les premiers essais de la rénovation du fameux Nord Atlas de Provence, de participer à l'association et d'avoir pu faire une mission où on faisait une accélération arrêt et j'étais en copilote et le pilote c'était pour des tests et le pilote n'a pas pu s'empêcher de voler quelques mètres. Voilà, j'ai eu la chance de faire ce premier vol du Nord Atlas de Provence. Donc je le marque parce que c'était une grande émotion pour moi. Voilà, Nord 262, TBM 700 et puis un petit peu plus maintenant des heures d'hélicoptère dans le cadre d'échanges avec les unités qui participent à la recherche et au sauvetage. Donc en tant que, vous allez voir, directeur du centre de Lyon, j'ai la chance d'aller pouvoir faire des missions avec eux et de pouvoir me mettre au bout du câble, que ce soit sur terre ou dans l'eau, pour venir me faire récupérer et voir les différentes procédures. Voilà, quelques missions de guerre, notamment dans le conflit de la Bosnie, du siècle précédent. Voilà. Ensuite, j'ai fait une partie en tant qu'instructeur en vol, bien sûr. J'ai été officier sécurité des vols de mon escadron. Et puis, j'ai fait une partie aussi en tant que formateur pilote de ligne, formateur ATPL sur la base aérienne de Salon où j'ai eu la chance de revenir. Donc, voilà. Entre 2005 et 2010, donc, ensuite, j'ai été muté en tant que directeur d'opération de recherche et sauvetage à Lyon. Pour ensuite, et ce qu'on ne voit pas avec la dernière ligne, c'est à partir de 2010, donc je suis maintenant chef du centre de coordination de sauvetage de RCC de Lyon. Voilà. Alors, je vous propose une... Enfin, j'ai été payé pour faire tout ça, donc... donc voilà. Et on essaye de les utiliser au mieux en payant aussi. Donc je vous propose un exposé en deux parties. Une première partie qui est principalement sur la mission de recherche et sauvetage, telle qu'elle est organisée en France et plus particulièrement à Lyon. Donc une partie un peu obligatoire sur les textes et organisation. Ensuite, quelque chose de plus vivant sur le déroulement d'une opération, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour les usagers. Et puis une partie un petit peu statistique rapide sur l'année 2010 et puis un petit commentaire sur le début d'année 2011. Et puis ensuite, on verra une deuxième partie qui est plus sur la problématique ULM, les conseils qu'on peut vous donner en tant qu'organisateur de recherche et de sauvetage. Voilà. Alors la mission donc, elle consiste, je ne sais pas si tout le monde voit bien,
c'est assez gros, oui. Donc elle consiste en la recherche de tout aéronef. Donc on entend par aéronef, ça va du parapente à l'A380 en passant par la navette spatiale, bien que maintenant, depuis quelques mois, elle ne vole plus. Mais il faut savoir que quand elle volait, sa piste de déroutement, c'était l'aérodrome d'Istres. Donc chaque fois qu'il y avait un tir, on était en alerte. Les Américains avaient la bonne idée de tirer le soir, ce qui pour nous était en plein milieu de la nuit, et de repousser leurs tirs de jour en jour pour des raisons techniques, mais il faut savoir qu'on était d'alerte pour cette mission-là aussi. Voilà, donc c'est la recherche de tout aéronef et puis bien entendu le sauvetage. Je parle plus fort, le sauvetage des occupants. Donc c'est une mission qui nous est donnée par l'aviation civile internationale et donc qui est donnée aussi, confiée par la Direction générale de l'aviation civile. Donc quelques petites statistiques là pour vous montrer que c'est bien une mission de service public, puisque 5% de l'activité est effectuée pour l'aéronautique militaire, donc bien que le centre soit militaire. Hein. Ensuite 5 à 10% pour l'aviation commerciale. Donc j'ai touché du bois là, même si c'est du plaqué, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu, heureusement, en France, de catastrophe avec un gros appareil de ligne qui ferait forcément beaucoup de victimes. Et puis, comme vous pouvez le constater, 90% restant pour l'aviation de tourisme et l'aviation de loisirs. Donc avec ce qui implique des pics d'activité, donc principalement l'été, week-end, jours fériés, sachant que le centre est bien sûr ouvert H24. Donc une activité en relation avec, malheureusement, avec la vôtre. Voilà. Et c'est réparti à peu près, enfin dans le quart sud-est en tout cas, à peu près équitablement entre avions, ULM, planeurs, 30% pour chaque à peu près. Voilà. Après, ça peut varier, des années où il y aura peut-être 25% de planeurs et 35% d'avions, et puis des années où ce sera l'inverse, mais ça reste à peu près ce panel-là. Alors à vous de voir si en fonction du nombre des usagers, ça correspond à une plus grande proportion dans votre fédération que ça pourrait être dans la fédération aéronautique pour le loisir ou pour le planeur. Ça, j'ai pas les chiffres de licenciés et d'usagers. Mais au niveau des accidents, enfin au nombre d'alertes en tout cas, ça correspond à peu près à ces chiffres-là. Au niveau de l'organisation, donc ça c'est des diapos que je vais présenter assez rapidement. Il faut savoir que la politique générale de recherche et sauvetage, donc la politique générale SAR, Search and Rescue, est définie donc par le ministère en charge des transports, en liaison avec trois autres ministères, pardon, la défense, l'intérieur et bien sûr les finances. Donc c'est le département SAR de la DGAC qui définit la politique générale au niveau de recherche et sauvetage. Maintenant, dès qu'on va passer en intervention, cette mission va être confiée à l'armée de l'air, menée par le RCC, donc RCC, c'est Rescue Coordination Center, Centre de coordination de sauvetage, et elle va être supervisée par ce qu'on appelle la Haute Autorité de Défense Aérienne, HADA, qui est en même temps la même autorité, par exemple, qui aurait à informer le Premier ministre en cas de déroutement d'avion avec un scénario type 11 septembre. Voilà, donc on dépend de cette autorité, donc notre mission est supervisée par cette autorité, et cette autorité dépend d'un commandement de l'armée de l'air qui s'appelle le commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui, pour votre information, a aussi en charge le respect des zones interdites temporaires qu'on met en œuvre au-dessus des centrales nucléaires ou des sommets comme le G20 ou 14 juillet et tout ça. Ouais. Donc nous, on est dans cette architecture-là, à ce niveau-là, donc c'est-à-dire que l'opération va être confiée en France à l'un des 4 centres en fonction de l'endroit où ça se passe. L'instruction de base, ça c'est une dernière diapo au niveau des textes, donc c'est une instruction qui date un petit peu maintenant, puisqu'elle date de février 87, qui précise un décret de 84. Et ce qui est intéressant, c'est cette attribution qui donne en fait officiellement la direction des opérations de recherche et de sauvetage à l'armée de l'air, et qui nous confie plus particulièrement la coordination de tous les moyens aériens qui vont être employés dans cette opération, avec pour nous le souci permanent de l'anti-abordage entre les différents hélicoptères, notamment qui participeront à ces opérations de recherche. Un petit schéma récapitulatif pour montrer les différentes attributions. Donc là on parle en secteur terrestre, parce que c'est un peu différent en secteur terrestre ou en secteur maritime. Donc en secteur terrestre, en fait le RCC donc,
détermine la zone probable d'accident, c'est-à-dire grâce aux éléments qu'on va recueillir. On vous montrera dans le déroulement d'une opération type, mais on va recueillir des éléments qui vont nous permettre de déterminer la zone probable d'accident. C'est-à-dire que les éléments vont nous donner, en gros, que c'est dans cette zone-là que l'accident a dû se passer. Donc quand nous, RCC, on a déterminé la zone probable d'accident, on va demander en fait le déclenchement d'une opération de recherche et sauvetage, comme je vous l'ai dit, supervisée par la Haute Autorité de Défense Aérienne. Dans cette opération, nous, on va prendre la direction générale de l'opération, on va conduire les recherches par les moyens aériens, et on va mettre en alerte donc, toutes les préfectures nécessaires, et c'est le préfet qui va conduire, lui, les secours terrestres. Et l'armée de l'air a pour rôle aussi de harmoniser les recherches terrestres avec les recherches aériennes. Hein, on ne va pas les rechercher au sol à un endroit et puis rechercher en l'air à un endroit complètement différent. Hein. C'est à nous d'organiser l'ensemble des liaisons entre les recherches terrestres et les recherches aériennes. Alors en France, il y a 4 centres, comme le nôtre. Donc il y a un centre dans le nord-est à Brackenbronn, un centre pour la région ouest, enfin nord-ouest qui est à Saint-Marc-la-Pile, c'est à côté de Tours, un centre pour le sud-ouest qui est à Mont-de-Marsan et le centre de Lyon. Voilà. Une haute autorité de défense aérienne et un centre national des opérations aériennes qui est en liaison avec la haute autorité. Donc vous pouvez voir que ces zones ne correspondent pas exactement aux régions d'information de vol. Normalement, c'est une préconisation de l'OACI qui dit que les régions de sauvetage doivent correspondre aux régions d'information de vol. Et déjà en France, il y a 5 FIR, 5 régions d'information de vol, et il n'y a que 4 centres, donc forcément ça ne peut pas coller. Mais ça colle à peu près, même exactement au niveau des zones maritimes, parce que là le découpage est facilement droit. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur des terres, c'est un découpage administratif pour coller au mieux avec les recherches terrestres et déclencher les bonnes préfectures. Voilà. Donc nous, la zone de Lyon, c'est 5 régions administratives, 25 départements, une région maritime donc, qui est la façade de Méditerranée. Ça correspond à peu près pour la zone de Lyon à la zone de Marseille. Donc ça c'est pas mal parce que c'est plus simple de traiter avec une seule entité au niveau du contrôle aérien civil qui est le CRNA d'Aix-en-Provence, plutôt qu'avoir à traiter à plusieurs. Mais ça c'est pas exactement le découpage quand même. Et pour l'instant, on a 2 centres militaires de contrôle, un à Lyon et un à Nice, Nice Mont-Saint-Agel, sachant que Nice va fermer en 2012. Enfin, le centre, les radars fonctionneront toujours, mais ils seront reliés en automatique à Lyon. Donc c'est Lyon qui prendra toute cette zone-là au niveau défense aérienne. Voilà pour l'organisation. Si vous avez la chance d'aller faire des vols en Europe, vous pouvez voir l'organisation européenne. Donc on retrouve les 4 centres français. Nous avons des relations privilégiées avec l'Italie et avec l'Espagne. Ça s'appelle les accords SAR Méditerranée occidentale. Vous trouverez le terme de accord SAR-Médoc qui en fait permet aux Français, aux Italiens et aux Espagnols de mutualiser leurs moyens, notamment pour cette grande zone méditerranéenne. On voit entre le triangle qui ferait Toulon, Corse et Baléares. Donc si on vole dans ce triangle-là, il faut savoir que les 3 pays ont des accords pour mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour pouvoir fournir le plus rapidement possible des moyens de secours. Voilà. Donc ce qui nous donne le droit d'aller faire des exercices, un exercice par an qui se déroule au Baléares, donc c'est pas forcément désagréable, organisé par les Espagnols, un exercice en Italie, et puis nous on organise un exercice en France, donc ça permet de faire les procédures, de travailler ces procédures-là. Alors on a aussi d'autres accords. On a des accords un peu bloqués. Voilà. Donc on a des accords avec les Suisses aussi pour tout ce qui est passage de frontières. Et puis, donc vous pouvez voir sur la carte européenne que la plupart des pays ont, eux, un seul centre. Donc bientôt, on aura en France plus que 2 centres, puisque le centre de Brackenbronn et le centre de Mont-de-Marsan vont fermer, et Lyon va prendre toute la façade est et Tours toute la façade ouest. Et le but principal, c'est d'arriver à l'horizon 2016-2017 à avoir cette fois un seul centre qui serait probablement à Lyon. Voilà.
On a aussi des accords qui peuvent paraître anecdotiques, hein, c'est les accords avec Monaco, puisque faire la recherche-sauvetage dans ce petit périmètre, ça paraît facile, sauf que quand on est au moment du Grand Prix de Monaco, du Festival de Cannes et tout ça, il y a énormément de vols qui se font par hélicoptère entre des bateaux et au large et puis l'héliport de Monaco, et c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'ils sont bien arrivés sur le bateau ou pas. Donc ça dure pas très longtemps, mais pendant 15 jours, c'est assez intense. Voilà. On a de plus en plus aussi d'accords avec les pays sud, de la rive sud de la Méditerranée, puisqu'on va former maintenant les opérateurs de recherche et sauvetage algériens, et on a des très bons accords avec les Marocains et les Tunisiens aussi pour agrandir notre zone en Méditerranée. Alors maintenant, je vous propose, maintenant qu'on a mis le cadre un petit peu juridique, de passer au déroulement d'une opération, vous expliquer comment on travaille au jour le jour pour les usagers, en fonction des éléments qu'on va recevoir. Donc la première phase, ce sera l'alarme et l'alerte. Ensuite, on verra la phase d'investigation, les recherches, et puis la phase du sauvetage. Donc cette alerte, très souvent, elle nous est donnée par un témoin. Donc ça, c'est le plus simple. Voilà, un témoin qui va nous appeler et qui va nous signaler un accident. Donc ça, c'est la première façon d'avoir l'alarme. On a pris un petit exemple humoristique. Voilà. Alors le souci en France, c'est qu'en France, il existe principalement 4 numéros d'alerte. Donc le 15 pour le SAMU, 17 pour les forces de police ou de gendarmerie, le 18 pour les pompiers, et puis le numéro 112 qui arrive au centre de secours. Donc le problème, c'est que si 3 témoins ont... Centre de traitement de l'alerte, exactement, merci. Donc le problème, c'est que si un témoin va appeler le 17, un autre le 18, un autre le 15, on va se retrouver en France avec 3 chaînes de secours qui vont être déclenchées, d'où le problème de les harmoniser au niveau de notre centre. Même si les secours vont être envoyés rapidement sur les lieux, on va peut-être se retrouver cette fois avec directement des forces de police qui vont se gêner avec les forces de pompiers, et puis pourquoi pas le SAMU qui vient débarquer sans avoir prévenu personne dans le dispositif. Donc d'où l'intérêt d'avoir un centre de coordination pour le sauvetage. RCC, ça veut dire centre de coordination de sauvetage, pour coordonner notamment ces accidents. Donc d'où l'intérêt dans le cas simple pour nous de l'accident qui est directement localisé, où il suffit d'envoyer des pompiers dessus. Maintenant, il y a 3 autres sources d'alarme et d'accident. Donc le premier, c'est le contrôle civil ou contrôle militaire qui vous suit en vol. Donc si un avion est perdu avec le contrôle aérien civil ou militaire, donc nous sommes directement alertés avec la dernière position, ce qui est bien, c'est qu'on a la dernière position radar sur laquelle a été constatée la position de l'avion. Ensuite, la réception d'un signal de détresse, pour les gens, on en parlera tout à l'heure, mais les gens qui volent avec des balises de détresse, si jamais la balise est déclenchée, on est directement alerté par le centre satellite de Sarsat, Sarsat Cospace, qui, on le verra tout à l'heure, nous permet de vous retrouver. Et puis le troisième, c'est là où nous on joue notre plus grand rôle, c'est dans le cas ce qu'on appelle la disparition inquiétante en termes juridiques, puisque c'est dû aussi aux circonstances, et on estime qu'à partir du moment où quelqu'un a disparu à bord d'un aéronef, on est dans le cadre de la disparition inquiétante. Ce qu'on appelle communément le retard à l'arrivée. C'est un avion qui n'est pas rentré, un planeur, quand on ferme le hangar, on se rend compte qu'il y a encore la remorque et puis la voiture, et puis quand il fait nuit, le pilote n'est toujours pas rentré. C'est dans ce cadre-là qu'on est averti. Et c'est le cas où là, on va jouer notre plus grand rôle. Alors là, je vais vous prendre le cas d'un retard à l'arrivée. Par exemple, un avion que j'ai immatriculé volontairement, Fox Juliette Alpha Bravo Charlie, qui devait arriver à Cannes, et puis pardon, qu'il arrive où? À Cannes, c'est pas possible, mais justement. C'est pour ça qu'il s'inquiète. Mais Cannes n'est pas ouverte alors c'est un mauvais renseignement. On va dire qu'il devait arriver alors à côté de Cannes. Voilà. À Fréjus, il y a bien une base violette. À Fréjus alors. Quand il n'y a pas d'eau, oui. Donc voilà. Donc à partir du moment où il dépasse un certain délai et que les gens s'inquiètent pour lui,
Donc l'aéronautique civile va être avertie et va classer donc, cette alarme en ce qu'on appelle alerte ou phase d'urgence, donc classifiée par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Donc on en retrouve trois. La première, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle un CERFA, donc on doute pour la sécurité d'un aéronef. La phase suivante, on peut craindre pour la sécurité de cet aéronef et des occupants. Et puis la dernière, la phase ultime, c'est ce qu'on appelle, c'est en rouge, on ne voit pas très bien, c'est marqué détresse pas. Et là, il y a tout lieu de penser qu'un aéronef et ses occupants sont, et c'est la phrase importante, menacés d'un danger grave et imminent et qu'ils ont besoin d'un secours immédiat. Voilà. Donc en fonction, si vous avez été perdu radio-radar, on ne va peut-être pas passer par un CERFA, ensuite ALERFA et détresse pas, on passera directement dans la phase ultime. Par contre, si c'est simplement un retard à l'arrivée, on va commencer par chercher du renseignement et passer par la phase d'un CERFA avant d'augmenter en puissance, avant de monter en puissance. Alors à ce moment-là, on va rechercher les renseignements sur votre vol. Donc si vous avez déposé un plan de vol, ce que je pense que vous faites toujours, donc, quand vous déposez un plan de vol, l'avantage c'est qu'on aura directement les renseignements sur votre vol d'abord, et puis grâce à la classe 19, on aura les renseignements sur vous. Bon, on sait très bien que les 9 dixièmes des pilotes d'aviation légère, que ce soit ULM ou que ce soit avion léger, ne posent pas de plan de vol. D'accord ? Voilà. Donc nous, on va essayer d'avoir les éléments et les avoir, on verra, avec différentes sources. Donc on va chercher la provenance, la destination. Donc là, au lieu de Cannes, c'était Fréjus. Voilà. Donc j'ai pris un exemple où l'avion partirait de Logne pour aller à Cannes-Fréjus. Important pour nous, le nombre de personnes à bord. Alors pour les ULM, c'est assez simple, parce que ça se limite entre 1 et 2. Voilà. Après, il y a des fois, c'est plus compliqué. Quand on a perdu un A320 au large de Perpignan qui faisait des essais en vol, c'était il y a 3-4 ans. Là. Bon, quand on a su au début que c'était l'A320 qui était tombé dans l'eau, on a déclenché bien sûr les recherches. Quand après on a appris qu'ils faisaient des essais avec Perpignan, qu'ils n'étaient que 7 à bord, ça allait nous simplifier la phase de sauvetage. Bon. Voilà. C'est une grosse différence entre 7 et puis 150 personnes. Mais voilà. Très important pour nous, les conditions météo dans lesquelles vous avez volé, pour essayer de comprendre le scénario qui a pu se passer, voir si tel relief était approché, si on va plus vous chercher un endroit ou un autre, s'il y a du vent, s'il y a des rabattants, est-ce qu'on va vous chercher côté si c'est un planeur par exemple, on va plutôt le chercher côté sous le vent parce qu'il a des chances d'être pris au niveau des rabattants, parce que s'il est côté vent au relief, mais il va monter, donc c'est pas là qu'il sera forcément écrasé. Donc ça, c'est des éléments qu'on analyse. Et puis très très important pour nous, pour savoir dans quelles conditions on va pouvoir envoyer les hélicoptères pour le sauvetage. Il faut voir qu'avec les épisodes qu'on a eu là au début novembre, pour envoyer des hélicoptères dans des conditions comme ça pour vous rechercher, ça va être très très compliqué et on est quasiment sûr que, outre les risques qu'ils vont prendre, ils ont de grandes chances de rien trouver parce que la météo est très très mauvaise. Voilà. Donc c'est très très important. Je pense que vous avez eu ce matin un très bon briefing sur la météo. Donc pour nous, c'est vraiment un élément capital. Voilà. Ensuite, on va rechercher d'autres éléments. Votre expérience, est-ce que la personne est un débutant? J'entendais ce matin en arrivant, est-ce que la personne est partie faire un baptême de l'air? Donc déjà, si on nous dit qu'il est parti faire un baptême de l'air, on sait que le créneau, même s'il n'y a pas de durée, comme j'ai appris ce matin pour les ULM, ça va se limiter à peu près à 1 heure autour du terrain. Par contre, si c'est parti pour un voyage, on va faire des recherches beaucoup plus loin. Voilà. L'autonomie. Alors, on a de plus en plus de problèmes avec les ULM, parce que maintenant, vous avez des machines qui sont très performantes. Quand vous pouvez voler 4 heures et voler à 200 km/h, ça nous fait un cercle de 800 km autour du terrain. Voilà. Est-ce que vous aviez une balise de détresse? Au moins PLB, pour nous c'est important. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être pas la peine qu'on mette en œuvre tous les radioamateurs pour vous retrouver. Par contre, si vous en avez une, même si on ne reçoit pas le signal, peut-être que simplement l'antenne qui est cassée et qu'en se rapprochant, on va capter votre signal. Donc ça, pour nous, c'est des éléments qui sont aussi importants de savoir. Voilà. Puis après, on interroge les centres radio, radar. On travaille énormément avec le CRNA Sud-Est, qui peut nous fournir des restitutions radar très précises, si vous avez un transpondeur notamment, pour retrouver, sachant que les militaires peuvent voir aussi l'écho primaire, mais après ça dépendra si la taille de votre aéronef, bien sûr. Si vous avez un type parapente, un paramoteur sera beaucoup plus difficile à trouver que si c'est un avion type avion. Voilà. Donc quand on a recueilli
assez de renseignements. Alors, je vais vous donner aussi les sources qu'on utilise, c'est important. Donc, comme source, on utilise, je vous l'ai un petit peu dit, les organismes de contrôle aérien. Donc, on fait lancer par le bureau, par le CRNA Sud-Est, ce qu'on appelle des plans d'interrogation d'aérodromes ou plans d'interrogation des organismes, qui consistent en fait à prévenir l'ensemble des aérodromes de la zone de recherche pour savoir si éventuellement vous n'êtes pas posé ou s'ils n'ont pas eu en fréquence à un moment ou un autre. Ceci pour arriver, nous, à restreindre la zone de recherche. On va demander, donc je vous l'ai dit, les trajectographies aux restitutions radar civiles et militaires. Pour votre information, maintenant, on a un protocole expérimental avec X qui nous envoie la restitution sous format trajecto Google. Et simplement en ouvrant, nous, par Internet, le logiciel Google Earth, on a en 3D votre vol. Alors, il faut savoir que ce n'est pas homologué, puisqu'il n'y a pas eu d'études scientifiques pour voir si ça correspondait exactement. Mais quand vous avez un transpondeur, là, on avait des images là, avec la piste d'Avignon. On voit un avion qui décolle de la piste d'Avignon et on ne voit pas qu'il décolle sur le taxiway tellement c'est précis, quoi. Donc la piste d'Avignon, je crois que de mémoire, elle fait 30 mètres de large. Donc on voit que c'est précis à 20 mètres près, quoi. Donc c'est vraiment un outil qui, quand ça marche, si vous avez un transpondeur, c'est très très précis et c'est une grande source pour nous. Après, on va se mettre en relation avec tout ce qui est témoin, aéroclub, pour avoir les renseignements dont je vous ai parlé. Bien sûr, le centre satellite SARSAT va être prévenu. Un petit mot aussi sur l'interrogation Internet. Donc si jamais, en tapant votre immatriculation ou votre indicatif sur Internet, on peut avoir des renseignements parce que vous avez un jour, cet appareil-là a été mis en vente. Quelquefois, on a directement la photo de l'appareil. Donc pour nous, c'est précieux parce qu'on va pouvoir les donner aux équipes de recherche sur place. C'est intéressant, c'est de savoir si on recherche un ULM pendulaire ou si c'est un ULM 3 axes, s'il est rouge avec des étoiles vertes ou s'il est blanc, voilà, ça donne des éléments pour les hélicoptères. Et puis, j'en parlerai tout à l'heure, on a maintenant accès à une base de données qui s'appelle la base Oiseau, qui permet de retrouver les coordonnées du propriétaire en fonction de l'immatriculation. Uniquement, je tiens à le dire, uniquement dans un but de recherche et sauvetage. C'est décorrélé complètement de la partie infraction, par exemple, à entrer dans une zone d'interdiction temporaire. Voilà. Donc, maintenant, on a accès à cette base de données depuis 2 mois. Voilà. Si vous avez volé avec votre téléphone portable, c'est bien de le dire, parce que nous, on va pouvoir appeler l'opérateur. Alors, on passe par la gendarmerie pour que ce soit officiel, parce qu'on n'a pas le droit d'aller enquêter sur les gens, faire des écoutes téléphoniques, bien sûr. Mais dans le cadre de la disparition inquiétante, on va appeler l'opérateur et lui demander, alors pas la position de votre téléphone, parce que c'est dans les experts qu'on voit ça, ça ne marche pas en vrai, malheureusement. Mais ce qu'on va pouvoir, on va avoir accès en fait au dernier relais que vous avez activé en passant, en vous mettant en liaison avec ce relais. Donc si vous avez laissé votre téléphone en route, en marche, on aura le dernier relais, la position du dernier relais qui a été activé. Donc pour nous, si l'avion est perdu, l'ULM est perdu entre Logne et puis on a vu qu'il allait éventuellement passer Lyon, mais on va dire entre Lyon et Fréjus, s'il y a un dernier relais qui sonne au niveau de la Drôme, déjà on va intensifier les recherches dans la Drôme plutôt que les mettre ailleurs, quoi. Vous avez une question? Non? Voilà. Voilà. Alors on tente d'avoir des accords avec une société qui permet, elle, d'aller géolocaliser vraiment la position de votre téléphone. Mais c'est en cours. Et ça permettrait cette fois d'aller en déplaçant un relais mobile, d'aller jusqu'à votre téléphone dans certains secteurs où même la couverture GSM ne serait pas forcément... où ça ne fonctionnerait pas, où la zone ne serait pas couverte. Voilà, parce qu'en approchant un relais mobile de votre téléphone, même s'il est en zone non couverte, votre téléphone va se mettre à ce moment-là en communication avec ce relais portable et on va pouvoir comme ça petit à petit approcher votre téléphone. Mais pour l'instant ça ne fonctionne pas encore. Ça existe, mais c'est... Oui. Oui.
Ça existe si vous, vous avez mis votre puce dans le téléphone. Voilà, si vous avez fait la démarche. Ouais. Là, le système dont je vous parle, c'est un système qui marcherait pour tous les téléphones. Voilà. On approcherait un relais qui, petit à petit, prendrait la place du relais officiel et on pourrait dire, ben, on est en train de se rapprocher de votre téléphone et est-ce qu'on se réchauffe, est-ce qu'on se refroidit et comme ça on retrouvera. Voilà. Donc si vous avez une balise, on va mettre aussi les radioamateurs en route pour aller vous chercher sur le terrain. Donc les gens de l'Adrasec qui nous donnent leur aide à chaque fois, une aide très très précieuse, notamment quand il ne fait pas beau. Et puis on va alerter tout ce qui est force de gendarmerie, force de police et déclencher ce qu'on appelle un plan SATER, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Enfin, le dernier moyen, c'est l'appel aux médias. Alors on évite parce qu'à ce moment-là, on va recueillir énormément de renseignements qu'il va falloir vérifier, ça va être très long. Mais si l'ensemble des autres renseignements n'arrivent pas, on va faire un appel à témoins pour savoir si les gens n'ont pas vu un samedi après-midi de mai un ULM voler dans le ciel de Provence. Voilà. Et après, il va falloir filtrer dans tous les éléments. Donc ça, c'est très long. Vous imaginez un planeur aussi dans le Vercors au mois d'avril, on a 36 000 témoignages qui remontent. Voilà. Alors maintenant les recherches. Donc là c'était du recueil de renseignements, maintenant on va parler de recherche physique. Donc un petit mot sur le fonctionnement des balises de détresse. Donc les balises de détresse émettent maintenant sur les fréquences 406 et 121.5 pour aéronautique. Donc une balise de détresse qui est mise en émission en France va être détectée par un satellite géostationnaire. Ce satellite géostationnaire va retransmettre au centre de mission de Toulouse l'information que la balise est en émission et cette information va arriver à Tours. Tours va en fait savoir que la balise codée, avec un code hexadécimal, code numéro machin, va être en émission et grâce à la base de données, si elle est bien renseignée, on va avoir le nom du propriétaire, éventuellement l'immatriculation. Grâce à ça, on va pouvoir téléphoner au propriétaire et voir s'il est en train de bricoler sa balise dans le hangar ou si, en ayant ses proches, s'il est éventuellement parti en vol. Voilà, donc pour nous, ça c'est capital, puisqu'il faut savoir que 85% des alertes au niveau des balises, c'est des fausses alertes. Voilà. Donc très rapidement, ça nous permet, grâce à ce système, c'est quasiment instantané, en 5 minutes, on sait que la balise est en émission, on a l'alerte, et on peut déjà essayer de vous joindre si le numéro est bien renseigné. Donc ça, c'est au niveau du géostationnaire. Par contre, on n'a pas la position de votre balise, sauf si la balise que vous utilisez est couplée avec un GPS intégré, qui en plus là va transmettre la position du GPS. Voilà. Mais sinon, on sait juste que votre balise est en émission. Mais on ne sait pas où elle est. C'est pour ça qu'on va... Voilà, il faut que la base de données soit bien renseignée. C'est pour ça qu'on va utiliser le deuxième principe. Donc là, on va attendre qu'un satellite, qu'on dit défilant à basse altitude, passe au-dessus de la zone d'alerte, pour ensuite, lui, en défilant, va pouvoir savoir quand est-ce qu'il se rapproche ou quand est-ce qu'il s'éloigne de la balise et va pouvoir en déterminer une position. Cette position va être transmise à Toulouse, qui est le centre de réception satellite, mais Toulouse va traiter et s'il sait que la position est dans la zone de Lyon, il va l'envoyer tout de suite à Lyon. Et nous, on va avoir une position qui est valide à entre 2 et 5 km près. Donc ça, c'est quand même très très intéressant. Si vous avez une balise de détresse, c'est de savoir ça. Alors la dernière qu'on ait faite sur une ULM, donc un ULM, c'était un ULM qui était en Corse, donc qui s'abîme en Corse. Je ne sais pas vraiment les causes de l'accident. Et les gens par téléphone portable appellent donc l'aéroclub à Ghisonacci, qui appelle la tour de Solenzara. Solenzara nous retransmet l'information. Ça a duré 2-3 minutes. Nous on rappelle les pilotes et on tombe sur le passager qui dit on est choqué, je ne sais pas où je suis. Je suis en Corse. On est bien content. Voilà. Et là le réflexe que l'équipement a eu, c'était est-ce que vous avez une balise de détresse? Mais je suis passager, je ne sais pas si on a une balise de détresse. Et le pilote il est complètement choqué, enfin c'est les informations qu'on avait, je ne peux pas vous le passer, il ne sait plus où il en est. Alors on l'a fait chercher dans la carcasse, le problème c'est que le carburant commençait à couler, donc on ne voulait pas qu'il soit trop longtemps proche de cette épave. Et là il nous a dit, j'ai une boîte jaune qui ressemble à une balise de détresse, il y a marqué GPS dessus. On a dit ok, vous la prenez, vous vous mettez à 50 mètres de votre épave, comme ça vous laissez le carburant s'écouler, et puis au pire vous mettrez le feu pour qu'on la voie, mais c'est peut-être pas le but.
Et à ce moment-là, ben, est-ce que vous voyez un bouton marche-arrêt? Oui, je vois un bouton marche-arrêt. Il l'a mis en route. Et là, 3 minutes après, on avait l'alerte de centre satellite qui nous transmettait, comme elle était en plus codée GPS, la position exacte de la personne. L'hélicoptère étant déjà en plus en chauffe dès qu'on avait entendu qu'il y avait l'accident en Corse, ça a permis d'envoyer sur les coordonnées, il a capté le signal en arrivant, et moins d'une demi-heure après, les gens étaient récupérés. Quoi. Et ils vont très bien maintenant. Ouais. Métier sur Australie, voilà. Et c'est pour nous, bah, ça a été la démonstration que même une PLB, bon, il fallait que les personnes quand même, après l'accident, pensent à la mettre en route, mais là, par téléphone, on a pu les conseiller, et ça s'est bien passé, ils ont été récupérés. Et, voilà. Ça, c'est le système Sarsat-Cospace. Hein. Voilà. Ouais. Après, ils pouvaient donner leur position par GPS aussi, sachant qu'il faut quand même que le téléphone passe. Là, en Corse, ils ont eu la chance que leur téléphone passe. C'est pas le cas partout. Hein. Voilà. Alors que la balise, elle est repérée par-dessus, ça passera dans tous les cas. Autre moyen de recherche, donc ce qu'on va déclencher, c'est les recherches actives au sol. Donc on va demander en fait à la préfecture le déclenchement de ce qu'on appelle un plan SATER, sauvetage aéroterrestre. Donc il y a 4 phases, donc il y a des phases de renseignement, c'est alpha, bravo limité, bravo, je ne vais pas forcément les détailler, c'est pas ce qui nous intéresse ici. Le but c'est d'aller recueillir du renseignement sur le terrain cette fois, que les enquêteurs se déplacent, les gendarmes se déplacent sur le terrain, voir si vous êtes déjà pas arrivé sur l'aérodrome, ou ensuite voir si des témoins vous aurez vus. Et puis le but ultime c'est d'arriver à la phase Charlie, qui est le ratissage au coude à coude, c'est-à-dire envoyer 300 personnes sur le terrain pour aller trouver l'épave et récupérer les survivants. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on appelle les plans SATER. Et puis enfin, bah, utilisation des moyens aériens. Donc là je vais détailler un peu plus parce que le RCC c'est lui qui gère les moyens aériens. Donc il faut savoir qu'au niveau moyen aérien, l'armée de l'air met tous les jours 24 heures sur 24 des hélicoptères en alerte pour la mission de secours aux aéronefs. Donc là vous en avez, il y a 4 plots en France, donc Villacoublay, Cazaux, Orange maintenant alors qu'avant c'était Metz. Donc Metz a déménagé sur Orange et Solenzara. Là vous avez un rayon à 1 heure de vol. Voilà. Donc la zone sud-est est assez bien couverte puisque en 1 heure de vol on est quasiment partout. Donc ça c'est 24 heures sur 24 et les hélicoptères sont d'alerte pour cette mission. On va utiliser aussi d'autres hélicoptères. On va utiliser les hélicoptères de la gendarmerie. Donc là on peut regarder par exemple sur tout l'axe alpin, de Chamonix jusqu'à Hyères, vous avez un hélicoptère environ tous les 100 km. Voilà. Avec une excellente connaissance du massif dans lequel il travaille. Donc on utilise énormément aussi les hélicoptères de gendarmerie. On va utiliser la sécurité civile. La sécurité civile, ben, il y a des plots au niveau de Lyon, Grenoble, Annecy, et puis après vous avez tout le littoral méditerranéen qui est très très bien desservi. Alors, la petite différence, c'est que les hélicoptères de la gendarmerie et les hélicoptères de la sécurité civile, ils sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils vont venir en fonction de leur mission du moment. Que même si un hélicoptère de Cannes là qu'on pourrait déclencher pour notre recherche dans la zone de Fréjus, ben, s'il est sur une intervention pour un secours routier, il viendra pour votre secours aérien quand il aura fini son premier secours. Voilà. Donc on voit qu'il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas toujours disponibles. Alors ça se passe très bien avec le centre opérationnel de zone, que ce soit zone sud à Malabre ou zone sud-est à Lyon, parce que si on essaye d'avoir Cannes et que Cannes n'est pas disponible, ils vont nous donner le Luc ou nous donneront Marseille. Voilà. Et quelquefois c'est un peu plus loin que ce qu'on voulait. On peut utiliser aussi, on le fait un petit peu moins souvent, mais ça arrive quelquefois, des hélicoptères de l'armée de terre ou des hélicoptères des douanes. Voilà. Alors, comment on fait quand on a des hélicoptères? On trace la zone de recherche, qui fait entre 10 et 15 km². Après, ça dépend si c'est une zone en plaine ou une zone en montagne. En montagne, on va restreindre parce que les recherches sont plus difficiles. En plaine, on va pouvoir élargir les zones. Et on va attribuer un hélicoptère par zone. Donc cet hélicoptère, on lui donne un code transpondeur, il a un indicatif et il vient vous chercher. Maintenant, si la zone est plus importante, ben, on ne va pas agrandir la zone de l'hélicoptère, on va tracer d'autres zones et on va envoyer d'autres hélicoptères dedans. Alors, comme je vous l'ai dit, des hélicoptères de la gendarmerie ou des hélicoptères de la protection civile. Nous, le souci permanent de ces hélicoptères-là, c'est l'anti-abordage. Éviter qu'un hélicoptère aille travailler dans la zone de l'autre. Parce que là, après, en plus de votre accident, il y aura un accident supplémentaire.
Donc c'est pas le but. Et puis après, il n'y a plus personne pour aller les chercher puisque c'est eux qui sont responsables du sauvetage. Voilà. Alors on a possibilité de demander au préfet de créer une zone d'interdiction temporaire, qui est différente des zones pour protéger les centrales nucléaires. Là, c'est pour protéger le dispositif, notamment d'hélicoptères qui pourraient avoir la mauvaise idée de venir faire un reportage vidéo sur le crash d'un ATR-42. Voilà. Ou alors, il faudrait qu'ils le fassent au-dessus, ça ne nous gênerait pas, mais qu'ils évitent de travailler dans ces zones-là. Alors, c'est très rarement fait. La plupart du temps, on se contente d'appeler les terrains avoisinants et puis de leur dire attention, on est en recherche d'un planeur, évitez, vous avec vos planeurs, que ce soit mettons à Aubenasson ou que ce soit à Valence, de venir travailler, de venir voler dans ce secteur-là, même si vous voulez faire preuve de bonne volonté. Si vous venez travailler dans ce secteur-là, l'hélicoptère, au lieu de rechercher au sol, eh ben, il passera son temps à essayer de voir les autres appareils qu'il aura dans son champ de vision. Voilà. Donc si un jour sur la fréquence vous entendez qu'il y a une opération de recherche en cours, même si vous vous sentez utile en venant aider là, venez pas comme ça, appelez avant, savoir si c'est utile ou pas, mais dans la majorité des cas, on préférera vous écarter, faire travailler les professionnels dedans qui ont l'habitude de travailler ensemble et qui se coordonnent sur les fréquences de recherche. Là, il y a quelques photos alors certaines datent un petit peu, mais elles sont quand même intéressantes, pour vous montrer la difficulté des recherches aériennes. Donc là, vous voyez les zones qui faisaient tout à l'heure 15 km², donc ça faisait 3 km par 5 km en gros. Là, vous voyez, elle fait que 25 mètres par 50 mètres, donc elle est toute petite cette zone-là. Et c'est une photo prise au-dessus d'un lieu d'accident. Et là, il fait beau, et c'est 2 jours. D'accord ? Voilà, donc vous montrez que c'est pas parce que l'hélicoptère va passer au-dessus de la zone qu'il va forcément vous repérer aussi, quoi. Sauf si vous avez éventuellement la chance d'avoir un pendulaire et puis que la voile est par-dessus les sapins, mais si vous êtes passé dessous, c'est pas évident pour eux de le voir, quoi. Donc là, bon, l'éclairage n'est pas forcément très très bon, mais l'indice que vous pouvez voir sur la gauche, il y a 3 troncs coupés, là, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, il y a 3 petits troncs qui correspondent à la trajectoire de l'appareil. Et là, vous avez l'appareil qui s'est abîmé. Donc cette photo, ce reportage-là, on voit bien que la difficulté, les recherches au-dessus des forêts, et puis après, en général, les carcasses qu'on retrouve, malheureusement, c'est dans cet état-là, que les appareils sont faits pour voler longtemps sans consommer beaucoup, et ne sont pas faits comme une voiture pour résister au crash test, quoi. Voilà. Donc, on comprend tout de suite l'état dans lequel on va pouvoir retrouver les victimes. Un exemple là, pour illustrer les gens qui volent aussi avec des appareils légers. Là, c'est un planeur qui a été recherché dans la région de Nyons. C'est une opération qui date de 2007. Il a mis 7 jours pour le retrouver quand même. Pourquoi? Parce que vous pouvez très bien le voir sur la photo à gauche. Là. Le planeur, quand il est rentré sous les arbres, c'est pas lui qui a coupé les arbres. C'est les arbres qui ont coupé le planeur. Voilà. Donc, et encore, il n'y avait pas de neige. Donc on peut voir la fragilité de la structure. Il a été retrouvé par les troupes au sol. Parce que les hélicoptères sont passés plusieurs fois au-dessus. Et puis, le problème du planeur, c'est que par définition, ça va pas brûler parce qu'il n'y a pas de carburant. Signature radar, il n'y en a quasiment pas. Ils n'ont pas de transpondeur. Les recherches planeurs, c'est très compliqué. Puis, on ne peut pas dire qu'il en a pour 2 heures de vol. Un planeur, il peut voler une demi-heure comme il peut voler 8 heures. D'accord ? Là, c'est un avion qui avait été récupéré grâce à sa balise de détresse. Donc on peut la voir en bas à droite. C'était exactement l'avion qui était à gauche. Je viens de récupérer sa photo après sur Internet. Alors ça, c'est une photo que j'aime bien aussi. On recherche un planeur. Alors, les planeurs ont la très bonne idée d'être tous blancs. Et puis de voler au mois de mars-avril. C'est là où ils aiment bien reprendre leur activité. Donc là, on recherche un planeur blanc dans la neige. On est content. Vous voyez en haut à droite, sous le mot épave, juste en dessous, vous voyez un refuge à 2 étages, là, pour vous montrer à peu près l'échelle de la photo. Je ne sais pas si vous le voyez par là. Voilà. Donc, le planeur est dans le cercle rouge, on ne le voit pas, mais je vais vous grossir la photo. On voit les rochers à gauche, là. Je ne sais pas si vous voyez la petite croix du planeur. Alors, ce planeur avait été participé à un concours entre la France et l'Italie. Il s'est crashé en Italie.
mais l'hélicoptère français était mieux équipé pour rechercher les balises que l'hélicoptère italien. Il y avait énormément de réverbération dans le secteur au niveau des ondes radio, et c'est l'hélicoptère français qui, ce jour-là, a permis de redécouvrir le planeur. Donc c'est un planeur allemand en Italie avec des sauveteurs français. Elle est assez emblématique aussi. Je vous parlais tout à l'heure d'accord entre la France et l'Italie pour les recherches. Il faut savoir que ça marche très 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 bien. On peut travailler, ils nous appellent pour travailler chez eux, on les appelle pour travailler chez nous, et on les utilise comme si c'était des Français. Et donc vraiment c'est un système qui fonctionne bien. Voilà. Donc même avec sa balise, ça n'a pas été évident. La prochaine photo, c'est quand même pour illustrer le travail notamment des recherches terrestres et du peloton de gendarmerie de haute montagne, qui très souvent, quand les gens volent par mauvaises conditions, ça veut dire que les hélicoptères derrière ont énormément de mal à faire les recherches, parce qu'ils volent dans les mêmes conditions que vous avez eu votre accident. Donc là, c'était un avion qui avait tenté de passer IFR, qui devait garder les conditions VMC en attendant, et puis qui les a pas bien gardé, et puis s'est écrasé dans le Grand Vémont du côté de la Drôme, des Anglais, tout à fait. Ils étaient 4 à bord, donc les 4 sont morts dans l'accident, mais la photo rend bien hommage au secours en montagne. La photo là, elle n'est pas penchée par inadvertance, c'est pour permettre au sapin que vous voyez en haut à gauche d'être droit, donc elle est effectivement dans cet angle-là. Ils sont remontés à ski dans un couloir d'avalanche en risquant leur vie parce qu'il était tombé 1 mètre de neige pour aller récupérer les passagers qui, malheureusement, étaient tous décédés à l'impact. Alors de temps en temps, heureusement quand même, nos opérations débouchent sur une phase qu'on appelle de sauvetage. Alors, dans le cas du LM, c'est le cas d'accident de petite envergure, le RCC conduit l'opération de sauvetage, en coordination bien sûr avec le préfet. Il faut savoir que dans chaque dispositif aérien, dans chaque hélicoptère, vous allez avoir une équipe médicale avec un médecin. Donc dès qu'on va vous trouver, on ne va pas transmettre les coordonnées à quelqu'un qui viendra vous chercher, on treuille le médecin voit l'état de victime, essaie de stabiliser, voit si la victime est aérotransportable. Est-ce qu'on retreuille la victime pour l'emmener dans l'hélicoptère ou est-ce que l'hélicoptère peut se poser pas très loin? C'est eux qui vont décider ça. Et après, le RCC fait emmener le blessé vers l'hôpital le plus approprié, le plus proche en général. Voilà, pour l'amener chez le médecin. Donc que ce soit armée de l'air ou là vous voyez la sécurité civile à l'intérieur, c'est une véritable ambulance. Maintenant, le jour où on tombe sur un gros accident, bon là heureusement c'est pas en France, c'était l'Airbus sur Toronto, c'est pour illustrer un gros accident. À ce moment-là, le préfet met en place ce qu'on appelle un plan nombreuses victimes, plan que vous connaissez sous le nom de plan rouge, on en a assez souvent parlé, il n'y a pas que pour les avions, mais aussi pour les trains, les cars, les bus, etc. Plan rouge qui permet de conditionner les victimes, de les trier en fonction de leur état pour les emmener vers les différents hôpitaux de la région. Donc le dernier gros exercice qu'on ait fait là-dessus, c'était le 29 septembre dans les Hautes-Alpes, où on a fait un exercice de recherche et sauvetage, où on a été joué jusqu'à emmener les victimes jusqu'à l'hôpital de Gap. On a simulé un accident avec 20 figurants, et puis on a travaillé là-dessus. Voilà, donc on s'entraîne pour ce cas-là, qui heureusement n'arrive très peu souvent. Maintenant, la fin de l'opération. Donc à la fin de la phase sauvetage, on clôt l'opération. Lorsque toutes les victimes ont été retrouvées, là on ne se contente pas de retrouver les victimes, notre opération elle va jusqu'à la mise en lieu sûr des victimes. C'est-à-dire que le transport jusqu'à l'hôpital, on considère que nous, c'est sous notre responsabilité. Voilà, donc c'est la Haute Autorité de Défense Aérienne qui fait ça. Le problème étant, si jamais on ne vous retrouve plus, si jamais on ne retrouve pas, dans ce cas-là, c'est la Haute Autorité de Défense Aérienne qui va décider au bout de combien de temps on arrête l'opération. Alors il faut savoir que si c'est une zone terrestre, on n'arrêtera pas l'opération parce qu'il y a toujours l'espoir de vous retrouver. Maintenant, quand c'est en mer, on sait très bien qu'à part battre des records d'apnée d'une semaine, ce qui n'arrive pas, au bout d'un moment, on ne fait plus de la recherche de survivants, on fait de la recherche de corps et là on rentre dans une autre phase. Voilà. Après, ça arrive assez souvent qu'on ait arrêté une opération parce qu'un témoin a vu un accident, mais finalement cet accident n'a pas eu lieu. Le gars qui voit une boule de feu dans le ciel qui est en train de tomber, il appelle les services de gendarmerie qui nous relaient l'information, on déclenche une opération, et puis on fait voler l'hélicoptère, on met en relation avec le témoin nous dit oui, c'est exactement là que j'ai vu l'opération se dérouler, et le gars en hélicoptère il me dit non mais là il n'y a rien du tout, c'est 1 heure que je passe au-dessus du secteur, bon, il n'y a rien du tout. Alors, à ce moment-là on fait reposer l'hélicoptère, on laisse le département en alerte pendant au moins une journée,
savoir si quelqu'un ne va pas dire moi il me manque mon mari qui est parti faire un vol en ULM ou un vol en avion. Si on ne peut pas corréler cette information du témoin avec un appareil manquant, en général au bout de 24 heures, on se dit bon bah c'était une fausse alerte et on demande à la haute autorité de clore l'incident. Voilà. Par contre, s'il y a eu un avion manquant à ce moment-là, là on va chercher tant qu'il faudra chercher quoi. Voilà. Le dernier, par exemple, dans ce style-là, c'était quelqu'un qui avait vu une boule de feu en l'air et un avion s'écraser, et au final, après enquête, bah, c'était un tir de fusil anti-grêle du côté de Béziers. Et après audition par les gendarmes, la personne a déclaré non, mais j'ai cru qu'il y avait un avion, mais ça a fait 2h30 de recherche d'hélicoptère. On préfère ça qu'il nous appelle et puis qu'il n'y ait rien, plutôt qu'il ne nous appelle pas et s'il a vu quelque chose, bien sûr. Alors un petit mot sur la phase judiciaire. Donc, à la suite d'un accident, il y a toujours une enquête judiciaire qui peut être confiée soit à la brigade territoriale de gendarmerie, soit à la police, soit à des brigades spécialisées, donc la brigade de gendarmerie des transports aériens ou la police aux frontières. Ça dépend si on est en zone police ou si on est en zone gendarmerie. Mais nous, RCC, on ne pilote pas cette phase judiciaire. Donc pour nous, on est en dehors. Sauf que les phases peuvent se chevaucher. Si par exemple vous avez des gens qui sont décédés mais qu'on n'a pas encore retrouvé toutes les victimes, le procureur va être saisi, on va commencer la phase judiciaire et par contre la phase de recherche et de sauvetage continue. Alors c'est pas un problème, sauf quand on est en zone un petit peu inhospitalière où là on va peut-être utiliser les mêmes moyens. C'est-à-dire que le procureur qui va vouloir se rendre sur les lieux de la catastrophe, il va vouloir prendre l'hélicoptère de la gendarmerie pour aller se rendre en haute montagne et pouvoir faire ses constatations. Sauf que cet hélicoptère-là, nous on en a besoin pour la recherche et pour le sauvetage. Donc il y aura un arbitrage au niveau des moyens. Je vous rassure, la priorité, c'est pas d'aller mettre les scellés sur l'épave, c'est d'évacuer les victimes. Mais parfois les gendarmes sont plus habitués à travailler avec le procureur, ce qu'ils font tous les jours, qu'avec le RCC. Mais ça finit toujours par bien se passer. Autre particularité, vous pouvez le voir sur la zone en bas, notre zone de responsabilité va plus loin que les zones territoriales. Donc quelquefois dans des zones, on ne va pas dire de non-droit, mais dans des zones internationales, alors que pour nous c'est une zone de recherche et sauvetage France. Ouais, donc quelques petites choses. Voilà, pour conclure cette première partie, je vous propose quelques chiffres pour l'année 2010. Donc 2010 c'était près de 600 interventions, 80 accidents dans la zone, donc là ça fait presque un tous les 4 jours, donc c'est quand même pas mal. Avec un code couleur, moi j'aime bien mettre un code couleur sur les différents départements. Et chaque année, on se rend compte que c'est la zone alpine qui est la zone en rouge. Alors ça paraît évident, mais bon. Voilà. Alors après, il y a des départements qui ont plus ou moins de malchance. Là, le Var a eu de la malchance en 2010. Il y a des années en Haute-Savoie, il y a une année, il y a eu 19 accidents. Alors que là, en Haute-Savoie, il n'y en a eu que 2. Voilà. Mais il faut savoir que chaque année, on retrouve cet arc alpin qui est l'axe en rouge. Bon, c'est là où vont voler les gens, c'est là où volent les planeurs, c'est là où quand on a une panne, ça pardonne moins que c'est difficile de trouver un champ en Haute-Savoie, un champ plat pour faire un atterrissage d'urgence que de trouver dans la Beauce. Voilà. Il y a des explications. Et puis c'est surtout là que viennent voler les gens faire du tourisme. C'est plus joli d'aller voler là, je pense, qu'ailleurs. Voilà. Mais bon, c'est quand même cette zone-là qui est la plus importante. Pour votre information, dans la partie sud-est, on fait plus de 75% des interventions qu'on a eues en France. Donc ça veut dire que si on divise le reste, les 25% par 3, il y a 4 zones en France. Nous, la zone de Lyon fait 75% et les autres font 8% chacun. Voilà. Alors c'est peut-être que vous êtes moins bon pilote que les autres. Non, je ne pense pas. C'est également réparti dans les 3 autres zones, 8. Alors c'est difficile de faire 8-8-8 parce que c'est des petits nombres. Après, faire des statistiques après sur 3 ou 4 accidents pour les autres, c'est pas vraiment probant. Voilà. Alors maintenant, associé à ce bilan, je vous parle un petit peu des coûts. Je vous ai dit qu'il y avait des hélicoptères en alerte pour vous. 1 heure de vol de cet hélicoptère semi-spécialisé qui est la Rolls du sauvetage. 1 heure de vol, c'est 5 000 €. Quelque chose près, quoi. Chiffre 2007. Entre-temps, le carburant est monté, le prix de la maintenance et tout ça. Mais la facture, c'est 1 heure de vol, 5 000 €. En 2010, on a déclenché dans la zone de Lyon 54 heures de vol, donc ça fait 250 000 €, quelque chose près.
Alors c'est un petit nombre, puisqu'en 2009, on était à 200 heures de vol. Parce qu'on a des opérations qui ont nécessité plus de 40 ou 50 heures de vol. Une opération de recherche difficile. Donc voilà, donc c'est des chiffres qui sont quand même assez importants. Alors la question corollaire, hein, c'est qui paye? Donc, voilà. Donc en France, les secours sont gratuits. Les secours à la personne sont gratuits. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, c'est tout le monde qui paye. D'accord? Alors le financement s'est fait d'une part par les budgets ministériels, donc par nos impôts, et la deuxième source de subvention, c'est aussi tout ce qui est taxes aéronautiques. Tu payes les gens sur un billet d'avion, il y a toujours une partie de taxe. Hein, quand vous voulez un billet pour une compagnie low cost à 10 euros, derrière il vous revient à 40 euros parce qu'il y a 30%, il y a 30 euros de taxes. D'accord? Voilà. Donc ces taxes servent à financer aussi ce service de recherche et sauvetage. Voilà. Alors, le principe c'est la gratuité, mais, et là il y a un mais, possibilité de participation aux frais dans le cas d'infractions et d'opérations qui seraient déclenchées inutilement. Ça veut dire que on peut vous demander de participer aux frais s'il y a deux conditions. La première, c'est que l'opération était inutile, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes bien posé, tout va bien. Et que la deuxième, c'est que l'opération a été déclenchée parce que vous avez commis une infraction. Le cas typique, c'est quelqu'un qui oublie de clôturer son plan de vol ou qui oublie de clôturer en sortie de zone. Hein, il se pose. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Il a disparu des écrans radars à un certain moment, il ne répond plus à la radio. Donc les phases d'alerte, comme je vous l'ai montré, augmentent en puissance. Tant qu'on n'arrive pas à trouver la personne, au bout d'un moment, on va envoyer des moyens de recherche. Là, si on se rend compte que la personne était bien posée, que tout va bien, opération inutile, et suite à une infraction. Bon, il faut savoir que c'est très très rarement demandé, quand même, par l'aviation civile, le fait de rembourser les heures. Mais on arrive à une période où les budgets sont de plus en plus serrés, donc ça risque de revenir. Voilà. Alors, je vous en parlerai tout à l'heure des problèmes de clôture. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Je vous en parlerai tout à l'heure sur les problématiques ULM. D'accord? Voilà. Donner quelques petits conseils pour que ce cas-là ne vous arrive pas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie qui est un peu généraliste sur la mission? Oui? Oui. Alors forcément, c'est un moyen supplémentaire. Hein, vous avez tous entendu parler de FLARM. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir sur le FLARM. Bon, il faut savoir que le FLARM, ce n'est pas un système qui est homologué. Normalement, il n'est pas fait pour faire de la recherche. On a déjà eu affaire à des recherches de planeurs où on a appris que le seul moyen de retrouver le planeur, enfin, la seule donnée qu'on avait, c'était que le planeur avait un FLARM à bord. Donc, les hélicoptères de recherche et sauvetage ne sont pas équipés de FLARM, mais on a fait prendre un FLARM par, notamment c'est l'hélicoptère de la gendarmerie de Digne, qui est allé dans un club Vélivol, qui a pris un FLARM à bord et qui a survolé la zone avec le FLARM pour espérer avoir une alerte sur son FLARM qui aurait permis de retrouver le planeur. Bon, il n'a pas été retrouvé grâce à ce système-là, mais on a connaissance de ce système et on n'hésitera pas à l'employer si besoin. Voilà. Le problème, c'est que le FLARM, c'est un système qui n'est pas forcément qui est homologué pour les planeurs, mais à mettre dans un hélicoptère, il n'y a pas eu étude sur la compatibilité des systèmes. Donc comme c'est un système qui émet, derrière, si ça bloque le pilote automatique de l'hélicoptère, il y a peu de chance. Mais il faut par exemple savoir qu'ils ont fait des essais assez poussés sur les ondes radio par téléphone portable et que ça pouvait à certains moments déclencher le système pyrotechnique du treuil de l'hélicoptère. Juste pour votre information, les treuils d'hélicoptère ont un système pyrotechnique pour couper le câble, c'est-à-dire un système de poudre, enfin de système d'explosion, qui permet, si l'hélicoptère enroule son câble autour d'un sapin, par exemple, de déclencher et de faire couper le câble. Voilà. C'est pour des sécurités, pour ne pas forcément lier l'hélicoptère toujours au sol, hein, voilà, notamment le secours en montagne. Ils se sont rendus compte qu'avec les ondes radio GSM, poussées à l'extrême, ça pouvait déclencher ce système de treuil. Donc, en opération de treuillage, il est mal vu d'aller téléphoner à côté du treuil. Voilà. Sinon, le treuilliste, le sauveteur, il va tomber. Ça peut arriver. Donc, toutes ces histoires de compatibilité, ça existe et les études coûtent malheureusement très cher. Les études de certification coûtent très cher. Après, quand on est dans une considération de sauvetage de vie humaine, si on considère qu'il faut aller vous sauver, on va prendre des risques supplémentaires pour mettre ces systèmes-là. Si c'est la seule façon de retrouver un planeur, c'est sûr, on va l'utiliser. Mais ce n'est pas officiel, en fait. Voilà. C'est
pas de la débrouille non plus, parce qu'on a quand même testé le système, mais voilà. Oui. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de sociétés qui développent des T4 à des prix, on va dire, à peu près abordables. Oui, ben c'est ce système-là. Ouais. C'est pas juste pour transpondeur, donc à partir du moment où Ouais. Le problème, c'est qu'il faut que de l'autre côté, il y ait émission d'un transpondeur. Voilà. Donc le planeur, par définition, enfin, pas par définition, mais par équipement, ou même les ULM, ils sont pas obligatoirement équipés de transpondeurs. Oui, après, voilà, c'est sûr. Bon, maintenant, je vous propose de passer à une deuxième partie qui est plus orientée ULM volontairement. Hein. Donc avec des recommandations aux usagers, donc un petit mot sur les balises, un petit mot sur le plan de vol, sur le déclenchement de l'alerte, les problèmes spécifiques ULM, et puis un petit mot de conclusion. Voilà, donc une petite spécification sur les balises, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, depuis 2008 les balises ont changé, donc c'est les balises 406 maintenant obligatoires. Elles sont obligatoires pour tous les aéronefs en France, sauf les planeurs, les avions en kit, les avions qui vont rester en tour de piste, les avions de collection et les ULM. Donc nous, je vous avoue qu'au niveau du centre de recherche et sauvetage, on milite pour que les balises deviennent quasiment obligatoires. Donc, parce qu'on estime que quelquefois c'est la seule façon de vous sauver. Alors on ne tire peut-être pas la corde dans le même sens que vous, mais on pense à votre sécurité d'abord. Si jamais vous êtes équipé de ces balises-là, il faut savoir que les tests de ces balises sont interdits. Je ne sais pas si vous le savez. Vous n'avez pas le droit de tester votre balise en la mettant sur marche. Pourquoi? Parce que ça déclenche une alerte officielle. Même si vous l'arrêtez dans la minute, l'alerte va passer au niveau de CERSAT. Et puis une fois que votre balise, en plus elle est bifréquente, elle émet sur 121.5, si un avion passe au-dessus de vous et entend et reporte qu'il y a une balise 121.5, nous on est en alerte pendant 24 heures, même si le signal est coupé. Et pendant 24 heures, on recherche des éléments sur cette balise. 7700, bien sûr. Ouais. Ah bah forcément. Pour revenir sur le transpondeur, alors juste le transpondeur, si de 7000 vous vous trompez, vous mettez 7700, ça va déclencher une alerte. Mais derrière, si vous en apercevez, ou si quelqu'un, vous passez près d'un terrain, nous, déjà sur l'écran radar, on va voir que vous passez, mettons, près du terrain d'Avignon, on va appeler Avignon, on dit, vous n'avez pas un ULM en transit là? Bah si, pour info, vous pouvez lui dire qu'il a 7700, et là, ça permet de corriger. Si au bout d'un moment, vous n'êtes pas en contact avec le contrôle, mais vous vous rendez compte que vous avez un 7700 et que vous repassez en 70, bah nous, au niveau du radar, on va vous voir repasser en 70, donc c'est pas... On dit, tiens, quelqu'un, comme on dit, il a des gros doigts et s'est trompé, quoi. Voilà. Non, mais ça peut arriver à tout le monde. Voilà. Si en plus, par un petit message radio, vous nous dites ah, j'ai fait une bourde, j'ai passé 77, je suis repassé en 70, tout va bien, nous, c'est impeccable, on met le frein à l'alerte. Le problème est si jamais vous coupez votre transpondeur alors qu'il était en 77. Parce que nous, on ne peut pas dire ah bah c'est bon, on ne le voit plus au radar, donc il n'y est plus. Pour moi, 7700 que je commence à plus voir au radar, je m'inquiète 10 fois plus, quoi. Vous voyez. Tant que le 7700 il est en vol, je le suis, j'essaie de savoir qui c'est et quelles sont la nature de ses problèmes. Mais si je le vois disparaître et qu'en plus, si après qu'on vous interroge par téléphone ou vous entendez dire qu'il y a un avion et c'est vous, vous savez que c'est vous qui a mis 77 et surtout je dis rien parce que je veux pas que ça me retombe dessus, ben moi je vais continuer l'enquête, quoi. 77.0 qui disparaît, c'est une catastrophe, quoi. Et heureusement on réagit comme ça. Même si heureusement 9 fois sur 10 c'est encore une fausse alerte. Mais tant qu'on n'a pas prouvé que c'est une fausse alerte, on va investiguer, c'est logique. D'accord? Voilà. Donc un rappel sur les balises 406, c'est interdit de faire des essais dessus, sauf avec le bouton test. Et là, vous avez le droit de les tester avec vos boutons test. Mais ça ne se teste pas comme les anciennes balises en les mettant sur marche et en les coupant. C'est un bouton test. Si maintenant, pour une raison quelconque, notamment lors de la mise en œuvre de votre appareil, si c'est une balise qui se déclenche au choc, une ELT, qu'elle doit être testée officiellement, à ce moment-là, soit vous appelez le RCC Lyon, soit vous appelez le CRNA, et nous, on vous met en relation avec CERSAT. Ça vous permet de les prévenir, de monter un dossier, je crois qu'il faut que ce soit fait 24 heures avant, et là vous faites un essai officiel, mais entre-temps, CERSAT aura désactivé le système mondial à votre profit. C'est-à-dire que vous allez faire un vrai test, une vraie mise en route de votre balise, mais ça a été prévu longtemps à l'avance, et c'est dans le cadre de l'homologation de votre appareil. Mais après, tous les jours, si vous voulez faire un test avant de monter dans l'avion,
c'est le bouton test et pas le bouton on. D'accord? Voilà. Si jamais vous vous trompez de bouton, bah, vous prévenez, attention, je me suis trompé de bouton. Et puis, bon, nous, ça nous permet de savoir que si l'alerte nous revient, et ben, voilà, c'est pas une vraie alerte. D'accord? Et ça évite de mettre en œuvre des moyens. Voilà. Donc, ce que je mets, hein, faites autotest uniquement. Si erreur, appelez le SIV, le BRIA, le RCC. Hein, le numéro SIV, BRIA, vous les avez. Le RCC, je vous donnerai le numéro à la fin du briefing. Voilà. Après, une petite réflexion sur les PLB. Hein, les PLB, ça ne peut marcher que si vous êtes conscient. Et si vous avez encore accès à votre balise. D'accord? C'est les balises PLB, c'est les balises personnelles qui se mettent en route manuellement. Donc on est en train de réfléchir au niveau de l'utilisation de ces PLB. Ces PLB, c'est vachement bien, ouais, mais on a énormément de crash avec des PLB qui ne sont pas mis en route parce que les gens sont trop grièvement blessés pour les mettre en route. C'est justement là où ils en ont besoin. Ouais. C'est vraiment mort, hein. Normalement, les armées, toutes les heures armées la bêtise. Système homme mort. Oui, mais ça ne marche pas comme ça. Justement, ça marche à l'envers. Oui. Si c'est un système homme mort, Le gars il est mort, il est blessé, ça va se déclencher au bout de une Ouais. heure ou 2 heures s'il n'est pas réactivé. Moi je travaille dans le maritime, c'est comme ça quoi. Le système homme mort, on réactive, on est tranquille pour 2 heures. Oui, On mais est inconscient, elle va se déclencher. après, le problème, si on fait ce système-là, vous imaginez le nombre d'alertes qu'on va avoir une fois que vous aurez rangé votre appareil. Parce que, Responsabilité de chacun, hein. voilà, oui, mais... Non, mais après, il peut y avoir... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un système pour que la balise soit limite semi-automatique, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple une goupille qui soit attachée à vous au poignet, ce qui fait que s'il y a explosion de l'avion, enfin s'il y a accident, ça déclenche en enlevant la goupille. Voilà. Mais ces PLB, ne les mettez pas dans la soute ou ne les mettez pas à un endroit qui soit inaccessible. Hein. Pensez, si jamais vous êtes dans l'appareil bloqué, à un endroit pour cette PLB pour pouvoir la mettre en route rapidement. C'est pour le parachute, le parachute, on vous avez au sol, Ouais. Mais bon. Voilà. Et renseignez la base de données surtout. Si vous voulez que ce système de PLB ou de LT, de balise, ça ne peut marcher que si la chaîne est complète. Si à un moment ou un autre vous vendez la balise ou vous la prêtez à quelqu'un d'autre et puis qu'elle part dans un autre circuit, le système d'alerte il fonctionne plus quoi. Voilà. Un petit mot sur les plans de vol. J'en ai parlé tout à l'heure. Hein. Nous on conseille le dépôt des plans de vol. Il faut savoir, je pense que vous le savez au niveau réglementation, dès que vous rentrez dans un espace aérien contrôlé, que vous faites un premier échange avec un contrôleur, vous êtes considéré comme étant sous plan de vol réduit. Donc, vous avez les mêmes obligations que si vous aviez déposé un plan de vol. Donc, en sortie de zone, vous êtes obligé de clôturer votre plan de vol réduit et de parler à la radio. Voilà. Si jamais en sortie de zone, pour une raison quelconque, vous êtes trop bas, votre radio n'est pas assez puissante, le contrôleur il parle à d'autres avions, il ne vous répond pas pour je ne sais pas quelle raison, vous n'arrivez pas à clôturer votre plan de vol. Ça peut être utile de dire à la radio très fort dans votre micro je quitte la zone, mais si votre appareil n'est pas relayé, ben, ça ne servira à rien. Donc si vous avez un doute sur la clôture d'un plan de vol, n'hésitez pas, même à la fin de votre vol, vous êtes posé, d'appeler le numéro Azur là, et de dire je crois avoir eu un problème de clôture de mon plan de vol avec Avignon ou avec Lyon ou avec Nice. Voilà. Ça vous coûte l'appel au numéro Azur et ça évite un déclenchement de recherche. Donc, quand il y a doute, en aéronautique, on m'a toujours appris ça, quand il y a doute, il ne doit pas y avoir doute. Donc si vous avez un doute sur une clôture de plan de vol, à ce moment-là, non, tout le monde a des téléphones portables, même une fois posé, et bien vous rappelez en disant voilà, je suis pilote de machin, j'ai été en transit dans la zone de Nice et je ne suis pas sûr d'avoir bien clôturé. Et si vous nous dites cette info-là, et qu'on était qu'aucune recherche avait été déclenchée, bah, tant mieux. Si des recherches étaient en cours, ben justement, ça permet d'arrêter. Et puis, merci de votre professionnalisme et d'avoir rappelé. Et puis, on arrête là. Il n'y a aucun souci. Voilà. Ce que je mets, donc, contact avec un organisme de la CA, la circulation aérienne, ça vous place obligatoirement sur le plan de vol réduit. Voilà. Un petit exemple là-dessus. Un exemple récent. Un Fox Juliette, je tairai l'indicatif, basé à Sainte-Foy-l'Argentière, qui allait à Brive, dans le département de la Corrèze. Voilà, problème de clôture avec Clermont, en passant à côté du puits. Au bout d'un moment, Clermont le perd en radio, le perd au radar, perte radio-radar, déclenchement d'une phase de détresse.
Voilà, c'était le soir. Nous, à ce moment-là, au bout d'un moment, déclenchement du plan de recherche dans le département. Donc ça veut dire activation de la cellule de crise au niveau du département. C'est la même activation de cellule de crise que quand il y a des inondations au niveau de la préfecture. Donc 4 cellules de crise activées, dans 4 départements, dans le Rhône, Puy-de-Dôme, Haute-Loire et Corrèze. 2h30 de vol pour un hélicoptère de la sécurité civile. 120 gendarmes sur le terrain pendant toute la nuit. Et l'appareil est retrouvé posé à Souillac. Et comme le pilote, parce qu'on a été chercher à Brive pour voir s'il était bien posé, et le pilote il croyait que Souillac personne ne connaissait, donc il avait dit que finalement il allait à Brive, parce que pour lui c'était la grosse ville. Là on a dit où vous allez quoi. Voilà. Exemple typique de non-clôture de plan de vol. Est-ce que ça engendre derrière? Et la personne était toute surprise le lendemain matin qu'on l'appelle, que finalement on la retrouve et qu'on l'appelle chez elle. Elle dit non mais j'avais lancé un appel à la radio pour dire que je clôturais, mais personne n'a répondu. Bah oui, si personne vous répond, c'est qu'on ne vous a pas entendu, quoi. Il aurait simplement posé à Brive en disant je crois que j'ai eu un problème avec Clermont, vous pouvez vérifier? L'alerte, à la limite, même si ce message-là ne nous était pas forcément relayé, quand on déclenchait l'alerte, on aurait alerté tout le monde et quelqu'un nous aurait dit ah bah oui, moi il m'a téléphoné et il m'a dit que tout allait bien, quoi. Voilà. C'était pas vieux, et des comme ça, j'en ai à l'appel. Voilà. Sur un problème de clôture comme ça, oui. ça passe pas, ça déclenche combien de temps après ça dépend. Ça dépend. S'il y a perte radio-radar simultanée d'un appareil, ça peut être dans les 5 minutes. Et oui. Alors après ça fonctionne. Nous, on a commencé à déclencher. Quand on commence à déclencher, on va rechercher on va commencer à chercher des renseignements sur l'avion. On va peut-être envoyer l'hélicoptère, mais si la personne rappelle 1 heure après, déjà, ça nous permet d'éviter de rechercher toute la nuit, parce que là, on l'a cherché toute une nuit. Oui. Mais je vous dis pas que, attention, je vous dis pas systématiquement, vous pouvez vous permettre de rappeler 1 heure après. Non, essayez de rappeler au moment où vous devez clôturer votre plan de vol. Premièrement, c'est ça la règle. Après, si vous avez un doute et vous dites, en rentrant finalement, vous rentrez chez vous, vous dites là, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci dans mon vol, j'ai quelque chose, une case qui n'est pas claire, quoi. Prenez votre téléphone, appelez-nous. Voilà. Oui. On n'a pas le contrôle en retour, donc 6700, donc on a plus de rendez-vous. Je pense. Voilà. Alors après, si vous avez un transpondeur, vous n'arrivez pas à clôturer, vous pouvez passer 7600. Normalement, à partir du moment où vous passez 7600, vous êtes en panne radio, vous êtes censé en VFR aller vous poser sur le terrain le plus près. Donc c'est peut-être pas ce que vous allez faire. Mais déjà, ça peut vous permettre de vous suivre au niveau du radar. Et de lever le doute le plus rapidement possible. Voilà. Le gros message que je vais vous passer, c'est si vous pensez qu'il y a doute sur votre vol, eh ben, levez ce doute, vous ne vous ferez jamais gronder parce qu'il y a eu un problème de clôture de vol, quoi. Par contre, si on vous retrouve le lendemain, on va vous dire, monsieur, on a fait tout ça pour vous, quoi. Voilà. Le numéro pour clôturer les plans de vol, alors le numéro Azure, je crois que c'est 08, alors de mémoire je ne l'ai pas, mais je crois que c'est 0800 VFR ou un truc comme ça. Ou n'importe quel tour de contrôle organisme de la circulation aérienne, ou alors le numéro Azure qui est marqué dans toutes les documentations, alors je ne l'ai plus en tête, je suis désolé, mais qui vous permet de clôturer normalement un plan de vol sur lequel vous allez tomber sur le centre le SIV local, le service d'information de vol local, qui va vous permettre de clôturer votre plan de vol. Et là, vous dites, j'appelle pas pour une clôture de plan de vol, j'appelle parce que je crois que j'ai eu un souci, et l'information nous sera relayée, ou au moins sera dans la structure circulation aérienne, qui, s'il y a alerte, nous retransmettra immédiatement ce numéro. Voilà. Un petit mot maintenant, si vous êtes toujours dans le même sens, hein. Donc, si vous êtes témoin de quelque chose qui ne va pas là au niveau de votre aéroclub, un appareil a du retard, etc. Un appareil qui est censé se poser vers 16 h, n'attendez pas 20 h pour déclencher les secours. Il vaut mieux appeler 1 heure ou 2 heures après
plutôt qu'attendre la nuit et vous dire à ce moment-là, ah bah maintenant qu'il fait bien nuit, je suis sûr qu'il ne rentrera pas. Parce que là, on a perdu du temps. D'accord? Donc, avertissez soit un numéro d'urgence, soit le CRNA. Si vous avez un doute sur un appareil de chez vous qui aurait dû rentrer plus tôt, n'hésitez pas de même à transmettre la lettre au plus vite. Donnez vos coordonnées, qu'on puisse vous rappeler. Et puis, essayez de rester disponible pour le recueil de renseignements. Alors, c'est vrai que quand on a donné l'alerte, le problème après, c'est que l'organisme va vous dire restez dispo pour que je puisse vous contacter, mais après, c'est la moindre des choses, quoi. Voilà. C'est une sorte de solidarité entre vous. Un petit mot sur avant-dernier petit mot sur les problèmes spécifiques maintenant aux ULM, parce que là, c'était spécifique à la version légère. Alors, vous voyez différents types d'équipements de bord, même pour le même type d'appareil. Donc, quelquefois, tendance à qualifier l'équipement de bord d'ultra léger aussi. On voit qu'entre la personne à gauche et la personne à droite, il y a des différences de moyens financiers. D'accord? Donc après, vous avez le droit de voler avec l'équipement de bord prévu pour votre appareil. La seule chose, c'est que si vous avez l'équipement de bord de gauche, n'allez pas vous mettre dans une situation qui aurait nécessité l'équipement de bord de droite. D'accord? Les problèmes de balise de détresse, j'en ai pas mal parlé. Un problème qu'on a évoqué avec Christian, donc le problème sur les ULM, pour ceux qui possèdent des parachutes et de la pyrotechnie. Donc pensez que c'est quand même un problème éventuellement pour les sauveteurs. Parce que souvent c'est marqué, un système pyrotechnique, voilà, là, par exemple c'est marqué ici. Sauf que le sauveteur, quand il va venir vous récupérer, il ne va pas aller d'abord faire le tour de l'avion et inspecter la carlingue pour savoir s'il y a un parachute qui risque de lui sauter à la figure. Il va d'abord essayer de vous sauver vous. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de mettre une symbologie. Nous, dans l'armée de l'air, on a choisi de mettre un siège éjectable. Alors après, c'est obligatoire, mais je ne sais pas à quel niveau c'est obligatoire sur la structure. À l'endroit sur la fusée. Voilà. Moi, ce que je vous conseille, quand même, c'est de le mettre au niveau du poste de pilotage. Parce que les sauveteurs vont pas venir au niveau de la fusée. Ils vont venir pour vous sauver, ils vont venir au niveau du poste de pilotage. Et si au niveau du poste de pilotage, il y a ne serait-ce que ce petit triangle, la même symbologique, mais vous vous remettez à ce niveau-là, il sait directement que sur l'ULM, il peut y avoir un système d'extraction et il fera d'autant plus attention à ne pas tout toucher. Parce que je pense que souvent, ils peuvent éventuellement la toucher trop tard. Enfin, voir le symbole trop tard. Voilà. On ne sait jamais. La structure, dans l'accident, le système a pu être ébranlé, ce qui fait que peut-être que ça peut partir, peut-être que la sécurité a été enlevée, que le système peut partir, ou est en proche d'être enlevé, partir d'un moment à l'autre. D'où l'intérêt de le signaler. Et moi je trouve que cet endroit-là, c'est bien que ce soit mis au niveau du parachute, c'est sûr, mais ce soit bien que ce soit mis au niveau de votre poste de pilotage, parce que les sauveteurs vont d'abord aller vers le poste de pilotage. C'est le but, le but c'est d'aller vous secourir, vous de sortir de votre machine. Donc au niveau de la commande, ou même qui est ce symbole-là. Voilà, c'est un conseil, notamment pour nos amis sauveteurs qui vont venir à votre rencontre. Alors, le problème d'immatriculation et d'indicatif est en passe d'être réglé. Donc, vous savez tous que votre immatriculation ne correspond pas à votre indicatif radio, ce qui pour nous, sauveteurs, est une aberration. Déjà, si votre poste... Au niveau du terme, c'est pas une immatriculation, c'est une identification. Alors, identification. Ça n'a rien à voir avec justement l'immatriculation au ACI. Oui. Les ULM ont une identification et, comme vous dites, un indicatif radio. D'accord. Donc, problème entre l'identification et l'indicatif. Déjà, pour savoir si vous êtes bien posé, prenez le cas, par exemple, de la personne qui n'avait pas vraiment bien clôturé son plan de vol. Le problème, c'est qu'une fois qu'elle est posée, qu'elle a laissé son ULM dans son hangar, moi, quand je vais envoyer les gendarmes, parce que c'est la première action qu'on fait pour aller vérifier, je lui dis, il y a le Fox Juliette Alpha Bravo Charlie, je ne sais pas où il est, eux, ils arrivent et ils voient marqué le 83 Delta Echo Juliette. Et ça n'a rien à voir. Donc, ils ne sauront pas. Et la même chose, si jamais les sauveteurs voient un crash et que voient qu'il y a que c'est le 83 Delta Echo Juliette,
et ben, pour rechercher des informations sur son vol, vous serez annoncé dans votre trajet avec le Fox Juliette Alpha Bravo Charlie, qui n'aura rien à voir aussi. Donc ce problème-là, pour nous, il est important. Mais sur l'oiseau, là, il n'y a pas les deux associés. Alors voilà. Ouais. Parce qu'on a un problème pour les jours fériés. Je vais revenir là. Ça a un peu changé maintenant, depuis peu. Ben, le transpondeur, on peut voir que vous êtes. Puis le transpondeur, on peut vous suivre jusqu'au terrain, mais il faut savoir quand même que la moitié des accidents ont lieu à l'atterrissage. Donc moi, je sais que vous êtes arrivé jusqu'au terrain, mais je ne sais pas si vous êtes bien posé ou pas. Voilà. Donc on va aller voir jusqu'au hangar. On va loin dans l'investigation. Nous, justement, on ne laisse pas le doute. On veut vraiment savoir que vous êtes bien rentré chez vous sous la couette, quoi, hein, presque. Voilà. Donc il y a 4 solutions qui existent. Donc il y a 4 solutions qui existent. La première, c'est cette fameuse base oiseau. Donc je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de cette base oiseau. Oiseau, ça veut dire outil informatisé de suivi et d'enregistrement des aéronefs ULM. Donc en fait, quand vous faites homologuer votre ULM et que vous avez votre indicatif, vous donnez votre identité, ces fiches-là maintenant sont répertoriées dans un fichier global qui est détenu au niveau de la DGAC. Et depuis le mois d'août maintenant, on a accès à cette base de données directement sur un serveur. Alors c'est sécurisé. Sécurisé, il faut un login, un mot de passe. Donc les RCC, donc centres de sauvetage, sont autorisés à consulter cette base. Et je vous l'ai dit, uniquement dans le cadre de recherche et sauvetage. Pas dans le cadre de franchissement de zone, etc. De toute façon, ce n'est pas notre boulot. Maintenant, si l'organisme de contrôle aérien veut avoir accès à cette base de données-là, il est obligé d'appeler, nous on ira de faire ça, d'appeler la gendarmerie des transports aériens à la DGAC, qui lui éventuellement nous donnera l'information. Mais on est dans une phase judiciaire et nous dans une phase de recherche-sauvetage, ça n'a rien à voir. Ouais. Et ça, je vous garantis qu'on ne donnera pas l'information, parce que si on vous donne l'information comme ça, on tue le système. Voilà. Et on a tellement réclamé d'avoir ce système-là, si un jour on donne l'information que c'est votre ULM qui a passé la zone, et ben, de toute façon ça se saura très vite, et après ben, les gens se désengagent et la confiance est perdue, ce n'est pas le but. Voilà. Donc, ce qu'on avait fait avant que cette base oiseau soit opérationnelle, donc on avait travaillé en zone PACA pour que les volontaires nous donnent à la fois leur indicatif, leur immatriculation et un point de contact. Ça permettait nous de renseigner un fichier Excel au niveau local qu'on a gardé au niveau du RCC de Lyon et qui, sans passer par cette base de données oiseau, nous donnait au moins un point de contact à appeler. Donc ça a fonctionné un moment. Donc maintenant, je ne vais pas dire qu'on n'en voit plus l'utilité parce que un serveur, ça peut toujours tomber en panne. Le jour où le serveur tombera en panne, on pourra accéder aux renseignements que vous nous avez donnés personnellement et quelquefois sont mieux renseignés que la base de données officielle. Donc les gens qui veulent continuer à nous donner leur indicatif qui correspond à l'identification et à un point de contact, et ben nous, ça nous permet en 10 secondes de pouvoir faire cette relation-là. Voilà. Donc après, c'est sur volontariat. On en parlera après. Voilà. Après, tout n'est pas, c'est pas obligatoire de renseigner toutes les rubriques. Hein. Nous, on a mis des tas de rubriques jusqu'à la couleur des yeux du pilote presque. Mais le but, c'est d'avoir au moins un de ces 3 trucs qu'on puisse, comme ça, s'il nous manque l'immatriculation, enfin l'identification, on puisse rapidement avoir ça par d'autres biais. Maintenant, nous, ce qu'on suggère, et ce n'est pas obligatoire au niveau de l'aviation civile, quand vous êtes au premier contact avec un organisme opérationnel, en même temps que de la circulation aérienne, en même temps que vous donnez votre indicatif radio, vous pouvez très bien dire sur la fréquence, je suis le Fox Juliette Alpha Bravo Charlie, et donner en même temps le 83 identifié, 83 Delta Echo Fox. Voilà. Comme ça, si un jour il y a une recherche, enfin, si dans la même journée il y a une recherche sur vous, moi j'ai la correspondance au niveau des bandes radio et je peux savoir que c'est le même appareil qui est passé dans la zone. Donc ça vous coûte 3 secondes de message radio. Voilà. C'est une façon. Donc, et le 4e truc, c'est la démarche inverse. C'est de marquer sur votre c'est interdit de marquer? Il y en a qui le font, mais ça reste c'est interdit. Seules les marques d'identification doivent être apposées sur l'appareil. Voilà. Ça, c'est la réglementation. Alors moi, je ne vous dis pas de les peindre en gros, hein. Mais simplement, ce que vous pouvez faire, c'est au niveau de votre... Déjà, alors, au niveau du cockpit, c'est bien, mais sinon, même dans un endroit du cockpit
souvent on le met sur le boîtier radio, de marquer aussi votre indicatif. Voilà. Alors pourquoi? C'est très simple, parce que si nous les gendarmes sur le terrain trouvent le 83 Delta Echo Fox et qu'ils n'arrivent pas à savoir de l'extérieur si c'est le Fox Juliette Alpha Bravo Charlie et qu'ils nous demandent par téléphone, bon, on voit qu'il y a quelque chose de marqué là, c'est peut-être marqué dans la doc radio, mais il faut qu'on casse le cockpit pour entrer, qu'on casse la serrure et tout ça. Bah, nous les gendarmes, on va leur dire feu vert. Vous cassez la serrure et vous allez voir à l'intérieur, parce qu'en même temps, on a 120 gendarmes sur le terrain, 3 cellules de crise dans les préfectures, et on est en train d'engager des hélicoptères. Donc le prix de votre serrure, il est moins important hein, que le prix de la... Voilà. Ce qui est interdit, c'est de le mettre En gros. en grosses lettres qui pourrait être confondu avec l'identification. En revanche, de ce que vous dites, ce qui n'est pas interdit, c'est à ce moment-là de le mettre en petite lettre. En petite lettre, même à l'extérieur. Ou en modulaire, c'est bon. On a tous des bandes. Comme on peut mettre le groupe sanguin, on peut mettre, voilà, vous pouvez marquer sur une bande d'IMO, hein, c'est gros comme ça, et vous mettez les deux, ça évitera de vous casser le cockpit pour aller vérifier que ce soit le bon avion. Voilà. Hein, ce que j'ai mis, vous voyez la photo de l'Alpha Jet, hein, nous, la patrouille de France, ils mettent le nom du pilote, hein, ça fait... Voilà. Mais bon. Voilà, donc juste cette diapo pour conclure, éventuellement avant d'autres questions, parce que l'heure tourne et puis je dépasse aussi. Donc nous, au niveau du RCC, on s'engage à ce que l'erreur avouée soit entièrement pardonnée. Et ça, vraiment, on y tient. Et on en parlait tout à l'heure avec le président de la fédération, quelqu'un qui a signalé plus tard avoir malheureusement déclenché des recherches pour rien. Le fait qu'il nous ait appelé pour nous dire j'ai déclenché des recherches pour rien, ben, je suis content parce que c'est pas moi qui ai répondu, mais les gens du service, je l'apprends ce soir, ont répondu ben, écoutez, merci monsieur d'avoir appelé, ça fait preuve de professionnalisme. Le fait de dire ben, je me suis trompé et j'ai déclenché quelque chose, je vais m'assurer d'arrêter les recherches. Et vraiment pour nous, ça c'est important. Voilà. Et la deuxième chose, hein, c'est pour nous, vous avez bien compris que les recherches, hein, pour vous retrouver, c'est une lutte contre le temps très importante. Donc on préfère ce que j'appelle une bonne fausse alerte, c'est-à-dire qu'on croit que le copain est en danger, on appelle, on déclenche les secours, plutôt que trop tard, une mauvaise vraie alerte. Hein, appeler à 10h du soir en disant ben, depuis 6h je m'inquiète parce que mon collègue n'est pas rentré. Parce que moi je vais vous dire mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 4 heures? Et puis là on va déclencher les hélicoptères de nuit, vous vous rendez bien compte que de nuit, faire des recherches de nuit c'est beaucoup plus compliqué que de jour. Et effectivement sur le terrain les recherches seront vraiment efficaces que le lendemain matin. Et on aura perdu 12 heures. Et 12 heures quand on est bloqué dans une carlingue au mois de novembre, c'est dramatique. D'accord. Voilà. Oui. La zone de salon vers la fin. Oui. Les terrains d'Aix-les-Mines. Oui. Et classer cette zone comme étant la plus accidentogène de France, par plus de 70 000 morts. Oui. Quelle est votre opinion là-dessus? Ça m'a été signalé, c'est-à-dire pas longtemps. Alors, je ne savais pas que c'était la zone la plus accidentogène. Je sais pour y avoir volé, puisque j'ai été basé 7 ans à Aix-les-Mines, et puis j'allais souvent transiter soit par Salon, soit par Istres en avion. Je sais que c'est une zone qui est extrêmement dense, puisqu'on est sous les axes de Provence, vers les axes d'Istres, au niveau des transits de Salon, etc. Je pense que c'est un carrefour aéronautique, avec des organismes qui tiennent à garder leur volume, parce que pour eux, c'est des volumes de travail. Je sais. Le nom, parce que vous avez relevé quand on appelle le décollage de oui. on pense à Saint-Canard, sur Pierrefitte, c'est écrit. Il y en a déjà entre 70 et 70 000 mouvements d'enregistrés. Si ça passe à 100 000, ça ne risque pas d'arriver un jour. Donc vous dites, ben, vous pouvez plus voler, il y a trop de mouvements, parce qu'il y a un risque trop élevé. Après, je pense que... Je pense que le risque est élevé dans cette zone-là. Il faut bien regarder dehors à ce moment-là. Mais ce que j'en pense, je ne peux pas en penser grand-chose. Ouais. Après, est-ce qu'on peut créer un autre cheminement pour aller de la vallée du Rhône
à Marseille une chose, mais surtout en partant vers Nice et Toulon, je pense que ça a été réfléchi. Après, il faut passer par le Luberon, qui est une zone aussi accidentée. Je ne peux pas trop vous répondre là-dessus. Par des dizaines d'années, vous allez arriver à des chiffres extraordinaires. Il va falloir un jour une disposition. Oui. Non, mais après, bon, ce que j'en pense, c'est que c'est sûr que c'est une zone fréquentée et pour y avoir volé souvent, c'est une zone où on passe son temps à regarder dehors et on espère que les contacts radio vont se faire rapidement pour éviter de rentrer dans une zone sans avoir pu contacter avant. Après, moi, je peux pas vous dire qu'il faudrait faire telle ou telle procédure de circulation aérienne.